Aujourd'hui, je vais analyser l'action Pepsi en détail, voir si elle est meilleure que Coca-Cola. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai le prix auquel je serais prêt à acheter cette action si je devais l'acheter. Donc, on se retrouve directement sur la diapositive. Pepsi, à l'heure actuelle, est une assez bonne entreprise, on va pas se le cacher. On voit un cours qui est en constante augmentation à l'heure actuelle depuis des années et des années. On voit que sur les 52 dernières semaines, en fait, on est d'ailleurs au milieu à peu près. On voit qu'au plus bas, on a été tapé les 160 dollars et au plus haut, les 196 dollars. Donc, potentiellement, un bon point d'entrée suivant ce que les chiffres nous donneront par la suite. Un point négatif, par contre, de Pepsi, c'est notamment, en fait, son PER, donc son payout ratio, c'est-à-dire ses bénéfices rapportés à son cours. Et le gros problème, c'est qu'ils sont de 31. Là, on estime qu'en bourse, en fait, un bon PER est plutôt autour des 15 ou des 17. Et c'est le même problème, en fait, que son acolyte, déjà Coca-Cola, qui tourne aux alentours des 27, 28. Je trouve que c'est quand même un PER extrêmement élevé pour une entreprise qui reste quand même de la consommation courante et des sodas malheureusement. Et on peut pas en vouloir non plus à Pepsi parce que j'ai envie de dire que c'est un premium entre guillemets dans la catégorie. C'est comme Coca-Cola, c'est comme du Apple ou autre. On paye forcément un premium sur ces entreprises bien établies et qui ont fait leurs preuves. D'ailleurs, on peut le voir juste ici. Le retour en fait sur 5 ans, il est de 82% environ. Du coup, il bat théoriquement le SP500. Il bat pas forcément le Nasdaq 100 et il bat largement en fait du coup son secteur. Donc, ça reste quand même apparemment l'une des plus fortes actions du domaine. Deuxièmement, on va voir le rendement de Pepsi, donc son dividende qui est de 2,69%, ce qui est vraiment intéressant pour une stratégie en dividende. Et surtout, ce qui va intéresser plus d'un investisseur sera notamment en fait l'évolution du dividende à long terme qui ne cesse d'évoluer. C'est typiquement le genre de ligne qu'on aime voir quand on investit sur ce type d'action. Et enfin, je te l'ai mis ici, tu ne verras pas forcément bien, mais en fait, c'est la différence entre les revenus, donc le chiffre d'affaires de Coca-Cola et de Pepsi. Et contrairement à ce que tu pourrais penser, en fait, Pepsi est la barre du haut et Coca-Cola est la barre du bas. Donc, on voit que Pepsi arrive quand même à maintenir un chiffre d'affaires qui est en constante hausse, là où Coca-Cola est assez stable et bien loin, en fait, de Pepsi à l'heure actuelle. Mais c'est pas pour ça que l'un est meilleur que l'autre, comme on va le voir par la suite. Maintenant, je vais analyser la qualité de Pepsi par rapport à différents facteurs que je vais te montrer dès maintenant. Donc, le premier, on a le free cash flow qui est, selon moi, l'une des bases les plus importantes. Je vais pas forcément rentrer dans la technique de à chaque fois qu'est-ce que veut dire free cash flow ou les autres indices. Si tu as des questions, n'hésite pas, les commentaires sont faits pour ça. Aujourd'hui, j'essaye d'avoir une croissance annuelle du free cash flow sur les 5 dernières années au minimum de 8% et même supérieur à 8%. On voit que Pepsi ne correspond pas en fait à mes critères avec une croissance seulement de 2,3% par an qui est quand même extrêmement faible selon moi. J'ai mis le graphique juste ici. En plus de cela, on voit qu'elle est réellement en dents de scie. Elle est jamais très linéaire et ça me pose déjà un premier problème. Deuxièmement, le chiffre d'affaires, je pense que c'est connu de tous. Ici, je vise au minimum une croissance de 10% par an et supérieure si possible sur les 5 dernières années, alors qu'ici, on voit qu'elle n'est que de 6,9%. Et donc, comme à l'image du free cash flow, malheureusement, l'entreprise reste trop loin derrière, même si on voit quand même que le chiffre d'affaires continue d'augmenter, il n'augmente pas assez rapidement. Après, est-ce qu'on peut en vouloir en même temps à Pepsi Cola? Parce que en même temps, ça reste une entreprise qui est très bien établie dans la sphère bourse. Elle existe depuis de nombreuses années, donc ça reste quand même un minimum logique que le chiffre d'affaires ne monte pas autant qu'une entreprise de la technologie ou même une start-up, mais ça reste quand même, selon moi, encore un petit peu fébrile à l'heure actuelle. Autre donnée, c'est le free cash flow sur le payout ratio. Donc, beaucoup de monde, en fait, calcule la redistribution des dividendes uniquement sur le payout ratio. Moi, je préfère faire le free cash flow sur payout ratio. Comme ça va nous permettre d'avoir une donnée encore plus fiable, en fait, sur la viabilité du dividende à long terme. Pour cela, j'évite que le free cash flow sur payout ratio dépasse les 70%. Malheureusement, en fait, on a vu que depuis 2022, le free cash flow sur payout ratio a littéralement explosé, c'est-à-dire qu'il dépasse la barre des 100%, c'est-à-dire que l'entreprise distribue plus, en fait, de dividendes qu'elle ne perçoit de free cash flow. Et ça, c'est extrêmement mauvais pour l'entreprise parce que c'est totalement insoutenable à long terme. Quand le free cash flow dépasse les 100%, comme tu peux t'en douter, elle ne va pas commencer à s'endetter en fait pour investir les investisseurs, même si dans certains cas, ça peut arriver. Et on voit que la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2019 où ça ne dépassait quand même pas les 100%. Et il y a rarement eu des occasions où le free cash flow sur payout ratio était en dessous des 70%. Je pense qu'en 2013, 2014, 15, 16, 17, on y était. Et dès 2018, nous n'y sommes plus retournés. Donc, pour moi, c'est un gros red flag, surtout qu'en ce moment, on est à 111% par an sur 2022. On va maintenant passer au free cash flow par action.
qui est un peu similaire au free cash flow classique, mais là, c'est ramené au prorata d'une action. Donc là, on voit quand même, j'essaye en tout cas d'aller au-dessus des 8% par an d'évolution. Là, on est seulement à 2,09% par an, ce qui est quand même relativement faible. Et on voit qu'on a quand même connu une très forte baisse depuis 2016, une petite remontée certes en 2021-2022, mais ce qui n'engage rien de bon quand on voit la performance et surtout, ça peut poser quelques problèmes selon moi et par rapport en fait à mes indicateurs que j'aime regarder. Mais pour moi, c'est encore un défaut ici de Pepsi qui ne correspond pas en fait à mes attentes. On va maintenant voir du coup la dette sur EBITDA. Donc qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. C'est en combien de temps est-ce que PepsiCo pourrait théoriquement rembourser en fait sa dette? Ici, je cherche une entreprise qui peut la rembourser en moins de 3 ans. Donc ici, on est sur 2,2 ans, ce qui est tout à fait correct. Et surtout, l'entreprise n'a jamais dépassé les 3 ans. Donc là-dessus, on est totalement parfait. C'est-à-dire que même au plus haut en 2020, on était encore sous la barre du coup des 3 ans, alors qu'on était en pleine pandémie. Donc là-dessus, c'est un bel avantage pour Pepsi qui répond tout à fait en fait à mes attentes sur cet indicateur-là. Et enfin, un dernier indicateur tout aussi important, c'est le nombre d'actions émises par l'entreprise et disponibles à l'achat à l'heure actuelle. Pourquoi j'ai mis que je ne veux pas qu'il évolue par an, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'il dépasse le 0%, parce qu'en fait, au plus il y a d'actions émises, eh bien le problème, c'est qu'un investisseur qui possède déjà l'action verra en fait sa part dans la société diminuer. Je vais te donner un petit exemple. Imaginons tu investis dans Apple qui a en fait 1 million d'actions émises sur le marché. Peut-être que tu possèdes 1% du coup d'Apple avec toutes les actions que tu possèdes, mais le gros problème, c'est que si demain Apple décide de réémettre des actions, c'est-à-dire qu'on passe de 1 million d'actions à 2 millions d'actions, eh bien tu ne détiens plus 1% d'Apple, mais que 0,5%. Et donc, en fait, ta quantité de l'entreprise va baisser. Alors que quand on a la chose inverse, c'est-à-dire que l'entreprise ne réémet plus d'actions, mais les rachète pour faire baisser en fait l'offre, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons, même exemple, tu as 1% d'Apple sur 1 million en fait d'actions émises. Eh bien, si Apple rachète la moitié de ses actions et qu'on passe à 500 000 actions, tu ne possèdes non plus 1%, mais bel et bien 2% d'Apple. Et donc, forcément, c'est bien plus avantageux dans ce cas-là pour l'investisseur. Et donc, là, encore un point positif pour Pepsi où on voit que sa croissance en nombre d'actions passe en dessous des 0%, c'est-à-dire qu'il diminue de 0,57% par an, ce qui est très, très bien, en fait, pour ce type d'entreprise. Et enfin, donc, je te fais un petit résumé. Pour moi, on a un problème sur le free cash flow qui est beaucoup trop bas. La croissance du chiffre d'affaires ne me correspond pas sur les 5 dernières années. Le free cash flow sur le payout ratio est beaucoup trop élevé et insoutenable à long terme, à voir comment est-ce qu'il évolue. Le free cash flow par action, en fait, il est beaucoup trop faible comme son free cash flow classique. Sa dette sur EBITDA est quand même excellente, enfin excellente, il y a forcément mieux, mais déjà, il remplit les critères, donc c'est très bien. Et enfin, son nombre d'actions émises est racheté par l'entreprise et donc baisse d'année en année, ce qui est aussi un très bon point. Mais le gros problème, c'est que ces 2 points ne suffisent pas à rattraper les autres qui me posent problème encore à l'heure actuelle, à voir si ça évolue dans le temps. Mais donc, c'est pas forcément une action que j'achèterais, en tout cas à l'instant T. Deuxièmement, si on la compare avec Coca-Cola, ici, attention, j'ai changé les codes couleurs. Là où on est en vert, c'est là où Pepsi fait mieux que Coca-Cola. Et là où on est en rouge, c'est là où Pepsi fait pire que Coca-Cola. Donc, la croissance annuelle du free cash flow est bien meilleure chez Coca que chez Pepsi. La croissance annuelle du chiffre d'affaires est meilleure chez Pepsi que chez Coca. Donc, chez Coca, on a 4,4 ou chez Pepsi, on a 6,9. Et donc, on reste bien loin des 10%. Le free cash flow sur payout ratio est beaucoup mieux chez Coca. Il dépasse quand même les 70%, mais il est loin des 111% de Pepsi. Et enfin, du coup, tout ce qui est free cash flow par action est bien meilleur que chez Pepsi. D'ailleurs, là-dessus, il remplit tout à fait nos critères. La dette sur EBITDA est légèrement, même si c'est minime, meilleure que chez Pepsi. Par contre, gros problème chez Coca-Cola par rapport à chez Pepsi, c'est qu'on émet des actions au lieu de les racheter. C'est-à-dire que par an, en moyenne, on prend 1,1% en plus d'actions, ce qui est quand même relativement élevé selon moi et problématique à Coca-Cola. On va directement passer à la dernière partie de cette vidéo. Je vais te montrer exactement à quel prix je serais prêt à acheter l'action Pepsi si je devais l'acheter. Donc, on se retrouve directement sur mon Google Sheet où je vais pouvoir évaluer à quel prix je serais prêt à acheter l'action. Si tu ne le connais pas, en fait, j'utilise 4 méthodes différentes qui vont me donner le prix et la valeur intrinsèque de l'action et à la fin, je ferai la moyenne des 4 pour avoir un prix approximatif auquel je serais prêt à acheter l'action en question. Premièrement, on va utiliser en fait la formule de Graham, donc célèbre investisseur qui a même inspiré Warren Buffett. J'ai la version revisitée, donc plus conservatrice, on va dire, et j'ai également la version du coup classique et on va faire la moyenne des deux. Je ne rentrerai pas en détail sur qu'est-ce que je rentre, etc. Si vous voulez, je pourrais le faire dans le cadre d'un live ou d'une vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour la version revisitée, j'obtiens une valeur intrinsèque du coup de
à exactement 94 dollars, donc qui est loin de la valeur actuelle de 179 dollars. Donc, c'est une version beaucoup plus, en fait, on va dire, conservatrice par rapport à celle de base qu'il utilisait à l'époque où là, on va obtenir une valeur intrinsèque de 152 dollars, beaucoup plus proche, en fait, du coup, de la valeur actuelle, mais quand même encore loin de celle-ci. Et j'ai fait une moyenne des deux pour avoir une approximation qui sera de 123 dollars. Évidemment, ce n'est pas à ce prix-là que je serai prêt à l'acheter. Il faudra faire la moyenne des autres indicateurs qui vont suivre, mais ça reste déjà une première perspective. Mais à savoir que cette métrique-là commence de plus en plus à être obsolète, on va dire. C'est pour ça que je vais rajouter d'autres mesures. Deuxièmement, je vais calculer par rapport au discount cash flow, c'est-à-dire que je vais prendre en compte tout le free cash flow de Pepsi et je vais faire un calcul sur une projection future en fait de son free cash flow pour savoir à quel prix je serai prêt à l'acheter en fonction de celui-ci. Donc là, on retrouve bien notre free cash flow qui a la même tête que celui que je t'ai montré tout à l'heure, qui n'est pas excellent, mais avec en fait le calcul que j'ai pu réaliser. Donc, on a toujours un prix actuel de 179 dollars de l'action. Le free cash flow nous estime que on aurait une valeur intrinsèque de l'action de 219 dollars. Donc, ici, on serait plus élevé que la valeur actuelle. Donc, peut-être un bon moment pour entrer sur l'action. Mais encore une fois, il nous manque deux indicateurs pour savoir à quel prix exactement je serai prêt à rentrer. On va maintenant essayer de voir la valeur intrinsèque de l'action par rapport en fait à son dividende, c'est-à-dire que j'ai pris en fait le dividende annuel, je l'ai en fait calculé chaque année pour savoir sa croissance moyenne et j'ai mis une estimation de croissance et j'ai également pris en compte du coup le WACC du secteur en moyenne qui est à peu près de 8% pour trouver une valeur intrinsèque ici de 213 dollars qui est encore une fois au-dessus du prix à l'heure actuelle. Et enfin, on va également utiliser le multiple, donc le PER et le earning per shares, donc en fait le bénéfice par action pour avoir une donnée totalement complète et pouvoir en tirer une moyenne. Donc, je me suis basé sur Coca-Cola, Keurig et Monster Beverage, qui est d'ailleurs une très belle action. Je vous invite à l'analyser pour à peu près estimer le prix en fait de notre action Pepsi. Donc, il faut savoir que la moyenne du coup de ces PER, ils sont de 31, celle que j'ai pris. J'ai pas pris la médiane cette fois-ci, j'ai pris la moyenne. Et en fait, quand on fait par rapport à l'EPS, donc l'earning per share de Pepsi en 2022 qui était de 6,23, on obtient un prix en moyenne de 198 dollars. Et donc maintenant, il nous suffit juste de faire la moyenne de ces quatre données, c'est-à-dire des 123 dollars de gram value, les 219 du discount free cash flow et enfin de l'action dividende du coup de 213 dollars et du multiple value de 198 dollars. Donc, on a l'action Pepsi. On a donc un prix moyen qui s'obtient à 188 dollars pour un prix actuel de 179 dollars, ce qui nous laisse donc une marge de 5,25%, ce qui veut dire que théoriquement, on pourrait acheter l'action dès maintenant, elle ne s'est pas surévaluée. Mais comme je te l'ai montré, il y a pas mal d'indicateurs qui me dérangent. On a notamment tout ce qui va être le free cash flow. On va être également tout ce qui va être sur le free cash flow et payout ratio, tout ce que je t'ai montré tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai envie de mettre une marge de sécurité de 20% minimum. Je serais même plutôt partant de partir sur une marge de 25% pour éviter toute erreur. Donc, pour moi, un bon prix d'entrée pour l'action Pepsi serait autour des 141 dollars. Voilà, tu as à peu près le prix auquel je rentrais. Évidemment, c'est pas une science exacte. Je fais juste la moyenne de plusieurs indicateurs et formules qui me paraissent pertinentes. On va calculer à la fois par rapport au free cash flow, par rapport aux multiples et donc au PER et à son earning per share, et enfin par rapport à son dividende. Donc, à toi aussi d'ajuster. Évidemment, moi, je prends 25% de sécurité. C'est une grosse marge de sécurité, mais c'est notamment à cause de tous les red flags qu'on a vus par le passé. D'ailleurs, si tu veux connaître mes 3 actions favorites pour 2023, je te les mets juste ici. On se retrouve juste derrière. À tout de suite. C'était Maxime.